Bonsoir tout le monde. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'avoir peur. Il me semble. Alors tu es bien tombé, car dans cette vidéo, je t'ai préparé une compilation reprenant 10 histoires d'horreur glauques et flippantes que j'ai déjà pu vous raconter sur cette chaîne. Cette vidéo permet de refaire kiffer tous mes fidèles abonnés qui ont déjà pu entendre ces vidéos, mais surtout de faire flipper tous les autres qui sont passés à côté. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser directement avec cette vidéo qui reprend 10 raids d'horreur. L'histoire s'est passée un vendredi. Olivia et Sophie venaient de finir les cours et elles avaient toutes les deux prévu d'aller passer la soirée chez Sophie. En arrivant chez elle, il devait être environ 16 h. Comme à leur habitude, elles sont rentrées chez Sophie et elles ont pris le petit goûter. Il n'y avait ni sa sœur ni sa mère, avec qui Sophie vivait. Elles étaient donc seules à deux avec les 3 petits chiens. Après avoir fini de prendre le petit-déj, elles sont montées à l'étage dans la chambre de Sophie pour bosser. Olivia nous dit qu'il est important de savoir comment est constituée sa maison. Et elle nous explique. Pour accéder à sa maison, il faut savoir qu'il y a un énorme portail qui peut seulement s'ouvrir manuellement. Une fois entré dans le domaine, il y a une piscine et une terrasse. À gauche de la terrasse, il y a une baie vitrée qui donne directement vue sur la cuisine. À gauche de cette cuisine, il y a une porte qui mène aux escaliers et qui permet de se rendre dans les chambres. Il faut savoir que cette porte est toujours fermée, mais pas à clé. À droite de cette cuisine, il y a une autre porte qui donne directement sur le salon, là où se trouve un énorme piano. Il faut juste savoir que toutes ces baies vitrées sont toujours bien fermées pour éviter que les chiens s'en aillent quand ils se trouvent à l'étage. Revenons à nos moutons. Olivia et Sophie sont donc montées à l'étage pour bosser. Elle nous dit que tout se passe bien, mais au bout d'un moment, elles entendent le piano jouer. Olivia nous rappelle juste qu'il y a quand même un étage, 2 portes et une baie vitrée qui les séparent de ce piano. Elle nous dit également que ce n'est pas un piano électrique et que du coup, il fait quand même beaucoup de bruit. À ce moment-là, Sophie dit à Olivia: Oh, tu entends le piano? Ma mère est sûrement rentrée. Viens, on descend lui dire bonjour. Chose qu'Olivia, bien évidemment, accepte. Tout en descendant les escaliers, les deux filles entendent très clairement que le piano est toujours en train de jouer. Au moment où elles ouvrent la porte qui mène à la cuisine, soudain, le piano s'arrête. Chose qui ne les inquiète absolument pas. Ensuite, elles ouvrent la baie vitrée qui mène au salon. Et là, le choc. Car il n'y a absolument personne dans le salon. Mais on n'a quand même pas rêvé. On a quand même bien entendu le piano jouer. Et là, Olivia lui répond que oui, bien évidemment, et ce qui est tout à fait normal, les deux filles commencent à paniquer. Et elles remontent immédiatement dans la chambre pour s'y enfermer. À ce moment-là, elles ne se rendent pas très bien compte de la situation, et elles rigolent nerveusement. Mais elles commencent quand même un petit peu à stresser. Sophie décide donc d'envoyer un SMS à sa maman pour voir si elle est quand même bel et bien rentrée à la maison. Mais quelques secondes plus tard, sa mère lui répond: Oh non, pas encore ma chérie. Je suis bloquée au boulot. J'arrive un peu plus tard. Là-dessus, Sophie et Olivia sont mortes de trouille. Et Sophie décide de verrouiller la porte de sa chambre et d'y rester enfermée jusqu'à l'arrivée de sa maman. Encore aujourd'hui, les deux filles se posent la question: est-ce que quelqu'un était rentré dans la maison? Et si c'était vraiment le cas, comment était-il parti aussi vite? Alors, à votre avis, il s'agit d'un phénomène paranormal ou d'une intrusion? Dites-le moi dans les commentaires. Victor tient vraiment à nous dire que cette histoire est 100% réelle. Victor nous dit que quand il était au collège, il vivait dans une toute petite ville où il n'y avait qu'une église et quelques habitants. C'était un village tranquille où il ne se passait jamais rien. Ce jour-là, il avait été promener avec sa sœur sur un petit chemin juste à côté de la maison. Un chemin sur lequel il avait l'habitude d'y aller où il ne se passait jamais rien. Ce fameux chemin commence de la route principale, passe à côté de la maison pour terminer dans une petite forêt qui se trouve derrière la maison. Il se promène sur ce chemin et arrive à l'entrée de la forêt. Donc, au bout de ce chemin,
Une fois arrivés au niveau de l'entrée de la forêt, ils ont entendu un rire. Victor et sa sœur se sont saisis, se sont regardés et ont fait demi-tour. Puis, Victor a entendu un buisson bouger. Là-dessus, il a commencé à être de moins en moins serein et a commencé à stresser, en disant à sa petite sœur de courir pour rentrer à la maison. Pendant que lui continuait à marcher dans la forêt. Et il nous dit que c'était la pire erreur de toute sa vie. En entrant dans la forêt, il a un petit peu avancé. Il s'est arrêté et a continué. Et à ce moment-là, il s'est senti oppressé, observé de tous les côtés. Il avançait petit à petit et en s'enfonçant dans la forêt, la pénombre commençait à se faire sentir. Et en levant la tête, un grand homme surgit sur le chemin principal de la forêt. Cet homme était très grand, mais surtout, ce qui lui faisait le plus peur, c'est que son visage était maquillé en clown, et que cet homme le fixait avec un immense sourire. Victor nous dit qu'il était figé, complètement paralysé par la peur. Il ne savait pas quoi faire, et le temps qu'il réfléchisse à quoi faire, le clown a commencé à courir tout droit dans sa direction. Mais pas en courant normalement, il courait en faisant une sorte de danse, avec des énormes pas, comme dans les films d'horreur. Victor nous dit qu'il s'est retourné et il a couru le plus vite qu'il a pu en direction de la sortie de la forêt. Quand Victor est arrivé à proximité de la sortie de la forêt, il s'est retourné et il a vu le clown courir très proche de lui. Et il pétait de rire, il rigolait, à croire que ça lui faisait plaisir ce qu'il se passait. Victor a repris sa course dans la direction de la route principale, en jetant quand même un petit coup d'œil derrière lui pour voir si le clown le suivait. Mais ce n'était plus le cas. Mais il a quand même continué à courir. Arrivé à proximité de la maison, Victor s'arrête pour reprendre son souffle. Et à ce moment-là, Victor entend un rire provenant directement de la forêt. Un rire d'un homme complètement fou. Là-dessus, Victor redresse la tête et il s'aperçoit qu'au loin, il y a l'homme, il y a le clown, qui se trouve juste à l'entrée de la forêt, au bout du chemin. Et le clown se met à danser, avec les deux mains dans le dos. Il se met à danser en se rapprochant de Victor. Quand soudain, il décolle une main. Il avait un couteau. Quand Victor a vu ça, il est immédiatement rentré chez lui et il a prévenu ses parents de tout ce qui s'était passé. Ils ont immédiatement appelé la police qui s'est rendue sur les lieux et ils n'ont absolument rien trouvé, mis à part un nez rouge placé sur le milieu du chemin. Évidemment, après cette rencontre, la famille a déménagé et ils n'ont plus jamais entendu parler de ce fameux clown. Encore aujourd'hui, Victor fait des cauchemars de ce clown et de cette anecdote. Et même que parfois dans ses cauchemars, le clown finit par le rattraper. Julia nous dit que cette histoire lui est arrivée quand elle habitait dans sa ville natale. Elle nous dit qu'elle travaillait dans une petite librairie tous les jours de 9 à 19 heures. Un jour, elle passait par la rue pour se rendre à la librairie quand elle a croisé un SDF qui lisait un journal. Ce journal qui était très usé et déchiré d'un peu partout. Là-dessus, Julian lui a donné un petit peu de monnaie en lui disant qu'elle l'attendait à sa librairie pour qu'il lui achète un journal. Là-dessus, le SDF lui a répondu qu'il allait bien entendu le faire, rien que pour elle. Elle nous dit qu'elle n'a pas spécialement fait attention à sa petite drague, car elle était fort en retard, et elle a continué sa route. Et là-dessus, Julian nous dit qu'elle aurait dû s'en rendre compte. Julian arrive au travail, pose ses affaires, et commence à trier les documents importants. Elle sort du travail vers 2h30 de l'après-midi, pour se rendre chez elle et continuer à bosser. Elle passe par la même rue et croise le même SDF. Toujours avec le même journal. Ce n'était pas un gros journal, et il l'avait probablement déjà fini depuis longtemps. Et depuis le temps qu'elle lui avait donné la monnaie, il aurait sans doute, probablement, acheté le journal actuel. Elle lui a demandé si c'était le cas. Le SDF lui répond que oui, en souriant, en lui disant qu'il lui avait promis de le faire. Julian nous explique qu'elle a une espèce de toc. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose,
Elle doit vérifier si c'est vrai. Mais vraiment dans l'immédiat. Alors elle a commencé à lui poser des questions sur l'actualité. Mais là le SDF n'arrivait pas à répondre. Il lui a répondu qu'il a du mal lire et qu'il avait des problèmes de la mémoire. Après ça, Julian est rentrée chez elle. Et elle a été se coucher. Et toute la nuit, elle a réfléchi à ce que le SDF lui a dit. Et elle a eu une idée. Le lendemain matin, Julian le recroise dans la même rue. Et elle l'invite à l'accompagner dans sa librairie pour qu'il puisse se cultiver et apprendre à lire correctement. Il accepte et lui dit ça mot pour mot. Merci. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Tu es vraiment une personne formidable, Julian. À ce moment-là, Julian s'est figé. Comment connaissait-il son prénom alors qu'elle ne lui avait jamais donné? Mais elle s'est très vite ressaisie en se disant qu'elle avait peut-être dû lui donner, mais qu'elle s'en souvient pas. Ils arrivent à deux à la librairie et elle le laisse de côté, le temps que Julian fasse son travail. Après seulement une petite heure de travail, une collègue l'appelle en lui disant qu'un vieil homme la cherche. Elle va le voir et lui demande ce qu'il veut. Il dit qu'il a fini et qu'il n'a pas besoin d'apprendre à lire mieux. Le SDF lui propose de la raccompagner chez elle pour lui lire un livre. Julian lui refuse catégoriquement, tout en lui disant que c'est très bizarre comme demande. À ce moment-là, Julian nous dit qu'il a l'air très énervé. Et le SDF dit qu'il va faire un tour dehors. Après 30 minutes, Julian va voir ce qu'il fait. Et là, elle le voit sortir d'une vieille voiture. Et de loin, elle voit que l'intérieur est très poussiéreux. Et il y a des sortes de petites feuilles coupées en carrés noirs sur le fauteuil. Mais elle nous dit qu'elle n'y prête pas trop attention. Elle se pose surtout la question, comment un SDF a une voiture? Julian nous dit qu'elle voit le SDF rentrer dans la librairie et se diriger vers une petite bibliothèque. Elle ramassait quelques livrets et quelques documents à terre, quand soudain, elle lève la tête. Et là, elle voit quoi? Le SDF, avec un appareil photo pointant vers elle. Le mec est tranquillement en train de faire une photo d'elle. Il croise son regard et tourne la caméra, en faisant semblant de faire des photos des lieux. Elle va donc vers lui pour lui dire qu'elle va rentrer, et que s'il veut, il peut rester dans la librairie jusqu'à la fermeture. Elle arrive donc chez elle, termine d'écrire quelques petits trucs, puis va dans sa chambre pour se coucher. Elle s'endort, mais immédiatement se réveille en sueur, en ayant l'impression que quelqu'un avait toqué à sa porte. Elle essaye de se rendormir, mais elle commence à entendre quelques bruits, comme si quelqu'un essayait de lui chuchoter quelque chose. Et là, elle se rend compte que les sons venaient de derrière sa porte. Elle s'y dirige et se rend compte de ce que racontent les chuchotements. À ce moment-là, Julian nous dit qu'elle reconnaît immédiatement la voix du SDF. Et elle se rend compte que depuis le début, il est en train de lui lire une histoire. Elle se dirige immédiatement vers sa chambre pour appeler la police. Environ 20 minutes plus tard, la police est arrivée et elle entend des bruits de lutte et des gémissements. Ensuite, la police ouvre la porte et explique à Julian que le vieil homme a été emporté et qu'ils la recontacteront s'ils ont des nouvelles. 2 jours plus tard, les policiers la rappellent. Et devinez quoi? Le vieil homme n'était pas un SDF. Et il la suivait depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Le jour où il lui racontait une histoire devant chez elle, il avait amené un couteau avec lui. Mais ce n'était pas un simple couteau. C'était un couteau de boucher. Ce gars est complètement jeté. Car non seulement il a un délire complètement ouf avec la lecture, mais en plus de ça, il prenait des photos de Julian. Le mec, elle ne le connaissait même pas, mais il faisait que de la suivre. Et il lui a ramené un couteau de boucher, un putain de couteau de boucher. Et du coup, les feuilles carrées qu'elle avait vues dans la voiture, c'était en fait des photos. Des photos de Julian. L'histoire se déroule quand il avait 23 ans. Aujourd'hui, il en a 28. Il faut savoir que 5 ans plus tard, cette histoire lui a laissé des séquelles autant physiques que morales. Laurent nous dit qu'il a loué un appartement dans un quartier plutôt calme.
Il était situé au premier étage et son petit balcon était très bien exposé au soleil. Il adorait cet appartement. Picobello. Il nous dit qu'il avait rompu avec sa copine de l'époque et que ses journées étaient rythmées en boulot, sport, dodo. Seulement depuis quelques jours, il avait l'impression d'être observé. On connaît tous cette sensation. La sensation d'avoir un regard posé sur nous et qu'à tout moment nous donne la sensation d'avoir un frisson glacial dans le dos. Au début, Laurent nous dit qu'il n'y prête pas trop attention, mais qu'au fur et à mesure du temps, les choses commençaient à devenir très étranges. Des appels inconnus au beau milieu de la nuit, même au boulot, et voire même une boîte de chocolat qui atterrit dans sa boîte aux lettres. Un soir, comme tous les autres soirs, après une bonne douche chaude et un bon petit repas, c'était l'heure d'aller dormir. D'habitude, Laurent s'endort très rapidement. Mais cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Il y avait une odeur de parfum dans sa chambre. Une odeur qui lui était familière, mais il ne sait pour quelle raison. Et ça l'effrayait. Impossible de dormir. Alors il se regardait une vidéo YouTube sur son téléphone. Et au bout de quelques minutes, son téléphone sonne. Inconnu. Alors là-dessus, Laurent il décroche, très énervé, et il lui dit que si la personne lui rappelle encore une seule fois, il allait lui péter la tronche. Chose évidemment qui est impossible. Mais il n'a eu que pour seule réponse un léger rire. Ce rire lui a glacé le sang instantanément. Non pas pour son intonation, mais pour sa provenance. Car ce rire venait directement de son appartement. Et ça, il en était certain. Il nous dit qu'il ne sait pas pour quelle raison il n'a pas appelé la police. Peut-être pour sa fierté et son ego, et qu'il pensait être capable de gérer la situation. Il se lève de son lit et se dirige dans le salon, qui est vide. Pareil pour toutes les autres pièces. Est-ce que Laurent aurait halluciné? Peut-être pas. Il n'avait pas fouillé une seule pièce. Le balcon. Il nous rappelle qu'il se trouve au premier étage, qu'il est très compliqué de grimper là-haut, mais pas impossible. Mais il préfère en être sûr. Laurent ouvre les rideaux. Et là, son corps se fige. Tous ses muscles de son corps se contractent un maximum. Elle était là, juste derrière la vitre, avec un sourire exorbitant sur le visage. Son ex était là, Léa. À cet instant, Laurent était incapable de bouger. Il ne savait pas quoi faire ni où aller. Son instinct lui hurlait de courir. Mais pour aller où? Elle toqua à la vitre en lui demandant de la laisser entrer, en lui disant que ce n'était pas bien de laisser une jeune fille dehors. Le son de sa voix lui reste encore gravé dans sa mémoire. Mais le pire dans tout ça, c'est le bruit de ses ongles contre la vitre qui lui glace encore aujourd'hui totalement le sang. Les secondes semblent être une éternité pour Laurent, jusqu'au moment où Léa hausse de plus en plus la voix. Laurent reprend conscience de ce qu'il est en train de se passer. Laurent appelle la police et lui gueule de partir. Impossible de la quitter des yeux, ni de la faire rentrer. Elle cesse de gratter et d'hurler à la vitre. Et là, son regard était complètement vide. Et le silence était encore pire que le raffut. Laurent explique la situation à la police, et là, Léa saute du balcon. Instinctivement, Laurent ouvre la vitre pour voir comment elle va. Mais elle avait disparu. La police n'a trouvé aucune trace de Léa et ne parvient pas à comprendre comment elle a réussi à grimper jusqu'au balcon. Il dit aussi qu'il a changé de numéro et d'appartement et qu'il a essayé de reprendre une vie normale. Mais une seule chose a fini par le hanter. C'est un message qu'il avait reçu 6 mois plus tard, 6 mois après ce fameux soir. Un message lui disant ceci.
Probablement son tout premier et son dernier urbex. Il s'appelle Tom, il a bientôt 16 ans et il habite dans une ville de Haute-Marne. Il nous dit qu'il a l'habitude de regarder beaucoup de vidéos d'urbex et un jour, il a eu envie d'essayer ça par lui-même. Comme Tom est un peu trouillard, il a proposé à son meilleur ami d'enfance, Léo, de faire de l'urbex avec lui. Son pote avec qui, il faut savoir, qu'il a déjà fait les 400 coups. Depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont enfants, il y a toujours eu une maison abandonnée dans leur village. Vous savez, ce genre de maison qui a toujours existé dans votre ville et dont vous n'avez absolument pas envie d'y perdre votre ballon. Car personne n'osera franchir la grille pour aller le récupérer. Mais maintenant qu'ils sont un peu plus grands et qu'ils ont un peu moins peur, c'est la maison idéale pour faire leur tout premier urbex. C'était au mois de novembre et que du coup, la nuit tombe assez tôt. Il tient quand même à nous dire que malgré la trouille qu'un enfant peut éprouver devant une vieille maison abandonnée aux vitres et au jardin complètement saccagé, tous les gens et les enfants passent quand même devant et personne n'a jamais rien vu ni entendu provenant de cette vieille bâtisse. Un soir, Tom est allé chez Léo et ils avaient dit à leurs parents qu'ils allaient jouer à un jeu vidéo jusque très tard le soir, dans le but de ne pas être dérangés. Ça ne posait pas vraiment de problème car c'était le week-end. Au lieu de geeker à Fortnite, ils ont quand même préféré sortir leur sac à dos. Ils avaient pris avec eux une lampe torche qu'ils avaient piquée dans le garage de ses parents, un couteau suisse, une bouteille d'eau, des Twix et de la corde. Bien sûr sans oublier leur téléphone portable. Ils ont donc tout préparé et ils ont attendu que les parents s'endorment. Et en entendant les ronflements du père, Tom avait compris que c'était le top départ pour commencer leur grande aventure. Tom nous dit qu'ils sont partis vers 1h du matin, en essayant de ne pas faire grincer ni les marches d'escalier, ni la porte d'entrée. Il faut savoir qu'à cette heure-là, tout le monde dort dans le village. Ils ont seulement croisé un vieux chat noir. Une fois arrivés devant la maison abandonnée, une grosse chaîne fermait le portail. Alors les deux jeunes garçons ont fait le tour de la propriété pour voir s'il n'y avait pas un trou par où s'y faufiler. Et par chance, ils sont tombés sur une brèche dans le grillage, qui avait sans doute dû être fait par un sanglier, un blaireau ou un autre animal. Les deux jeunes garçons ont donc pénétré dans la propriété. Mais attention, première surprise, il avait plu la veille, et les deux jeunes garçons étaient tombés nez à nez avec des empreintes de pas fraîches. Mais ce n'étaient pas des empreintes d'animaux. Au contraire, c'était des traces de pas humains et de grandes pointures. C'était un peu suspect, mais au final pas plus que ça, car ils se sont dit que ce n'est probablement pas les seuls à vouloir faire des explorations urbaines. Ils se dirigent donc vers la porte d'entrée, qui elle était totalement murée. Ils décident donc de faire le tour de la maison, et sur la façade arrière de celle-ci, il y a une échelle qui monte directement au premier étage. Tom nous dit qu'ils ne réfléchissent pas plus que ça. Ils ont vu que l'échelle était là depuis très longtemps, vu que des ronces avaient poussé sur celle-ci. Et du coup, ils n'ont pas hésité à grimper une seule seconde. Ils grimpent et passent par la fenêtre du premier étage, et tombent directement dans une pièce qui semble être un bureau. La pièce était presque vide, à l'exception d'un grand bureau au milieu de la pièce, là où se trouvaient quelques papiers. Armés de leur lampe torche, ils explorent un peu la pièce. Un canapé un peu défoncé et un maximum de caca de pigeons près des fenêtres. Décident donc de passer à la pièce suivante. Et ça devait être une chambre, car il y avait une espèce de sommier à même le sol, et un matelas dans un autre coin de la pièce. Ils avancent un petit peu, et là ils se rendent compte qu'à côté du matelas, il y avait un sac de couchage. Les deux jeunes garçons commencent tout doucement à paniquer en ayant peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le bâtiment. Ils descendent à présent au niveau du rez-de-chaussée, et là, l'ambiance était très lourde. L'escalier grinçait énormément, les carreaux des fenêtres étaient complètement brisés, et les courants d'air donnaient une sensation vraiment glaciale. Et en arrivant en bas, les deux jeunes garçons sont tombés sur quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Ils sont tombés nez à nez avec une chandelle allumée. Tom regarde Léo, et Léo regarde Tom. Et je peux vous dire qu'ils se chiaient tous les deux littéralement dessus. Quelqu'un était forcément venu ici récemment
ou y est peut-être encore. Mais n'entendant aucun bruit, les deux jeunes garçons ont quand même continué leur exploration. La pièce suivante était le hall d'entrée, pièce où il y avait la grande porte d'entrée complètement murée. Mais dans ce hall, ce n'était pas une chandelle qui était allumée, mais bien une dizaine. Et c'est comme si elles formaient un chemin, se dirigeant directement vers un escalier qui semblait mener à la cave. Tom nous dit que Léo est beaucoup trop enthousiaste pour son côté flippette. Léo lui veut absolument suivre les bougies et descendre dans la cave. Chose que Tom refuse catégoriquement. Non, Tom lui tout ce qu'il veut, c'est rentrer le plus vite possible. C'est pas normal qu'il y ait des bougies allumées dans une putain de maison abandonnée. Et comme Tom ne croit pas du tout aux fantômes, il est persuadé à 100% qu'il y ait une présence humaine. Mais Léo insiste et veut à tout prix suivre les bougies et descendre dans la cave. Tom lui dit très clairement qu'il l'attendra en haut des escaliers car en aucun cas il descendra dans la cave. Muni de sa petite lampe torche et sa grosse paire de couilles, Léo descend dans la cave. Et là, plus un bruit. Tom nous dit qu'il essaye de murmurer son nom, dans le but de voir si tout va bien. Mais aucune réponse. Tom nous dit que peut-être la cave est très grande et que Léo l'entend tout simplement pas. Soudain, un cri perçant fend le silence de la nuit. C'est la voix de Léo. Tom est sûr et la reconnaît. Son hurlement est abominable. Tom sait pertinemment bien que c'est pas à son avantage, mais tellement qu'il est flippette et n'a aucune paire de couilles, il a pris ses jambes à son cou et a laissé son pote Léo tout seul dans cette cave. Il nous dit qu'il a remonté les 2 étages en quelques secondes, quand soudain il entend des voix, provenant directement du sous-sol. Et il nous dit qu'il y avait au moins 2 voix, dont celle d'une femme. Tom nous dit qu'il repasse par la fenêtre et qu'il utilise l'échelle pour redescendre dans le jardin. Il nous dit aussi qu'il ne pense même pas à retrouver le trou dans le grillage et il fait une ligne droite vers celui-ci pour escalader la clôture. Au même moment où Tom arrive de l'autre côté de la clôture, il s'aperçoit qu'il y a 2 ombres qui descendent l'échelle. Mais aucune d'elles n'est Léo. Tom nous dit qu'il court le plus vite possible pour rejoindre la route et rentrer chez lui. Tom nous dit qu'il parvient à rentrer chez ses parents assez discrètement pour pas qu'ils ne s'en rendent compte. Il se dirige vers sa chambre, dont sa fenêtre donne directement vue sur la rue, dans le but de guetter la moindre ombre qui pourrait être Léo. Tom nous dit qu'il a éprouvé un énorme sentiment de culpabilité en laissant Léo tout seul, mais il nous dit que sa peur était beaucoup trop grande pour rester à cet endroit. Ce fut le moment le plus long de toute sa vie. Au bout d'une grosse heure de stress intense car il n'avait aucune nouvelle de Léo, il s'aperçoit, dans la lumière du réverbère, qu'il y a une ombre. Et c'était Léo. Ouais, il était vivant. Tom accourt à la porte pour lui ouvrir et voir comment il va. Alors, il regarde Tom avec des yeux vides. Il n'y avait ni peur, ni angoisse dans son regard. Juste du vide. Et plus jamais, Léo a été le même après cette nuit-là. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand Emily avait 16 ans. Aujourd'hui, elle en a 34. À l'époque, elle était au lycée, et elle vivait donc avec sa mère, son frère et sa sœur. Elle était en couple avec un certain Florent, qui lui avait 21 ans. « 5 ans de différence. Un peu bizarre l'ambiance, mais bon. Et à savoir, c'est qu'ils étaient dans le même lycée. Lors d'un des matchs de foot auxquels Florent, qui est son copain, avait participé, il lui avait présenté l'un de ses amis, que ici on va appeler Brice. C'était juste histoire de faire les présentations. Mais Emily, elle s'en battait un peu les couilles. Quelques jours s'écoulent et Emily reçoit une demande d'amis sur MSN. Pour les plus jeunes, MSN c'était les réseaux sociaux de l'époque. Plutôt naïve, Emily accepte l'invitation. Et c'était ce fameux Brice. Il engage la conversation, une conversation plutôt banale,
Bref, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Les jours passent et Emily nous dit que de temps en temps, ils s'écrivent. Mais ce sont toujours des conversations très banales. Il n'y avait absolument aucune ambiguïté. Puis, un jour, lors de leurs échanges, il lui avait mentionné qu'il l'avait trouvée plutôt jolie aujourd'hui, en la voyant sortir du lycée. Il avait même d'ailleurs décrit les vêtements qu'elle portait. Plutôt méfiante et étonnée de ses propos, Emily n'a pas répondu. Le lendemain matin, exactement le même scénario. Mais en plus, il avait décrit les vêtements que sa copine portait ce jour-là, l'endroit où il l'avait vu passer, et tout et tout. Bref, ça commençait à devenir flippant. Il faut aussi savoir que Brice l'observait même quand elle se rendait à sa salle de sport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emily fait un sport de combat et qu'elle a une tenue bien spécifique à ce sport. Tenue qu'il avait bien évidemment décrite. Il connaissait au détail près le chemin qu'elle empruntait pour se rendre à sa salle de sport. Il connaissait absolument tout. Durant toutes ces descriptions, qui montraient bien que Brice l'observait, bien, il faisait un monologue sur MSN, car au final, Emily n'y répondait pas. Elle nous dit qu'elle était complètement sidérée par la situation, et qu'elle n'osait en parler à personne, même pas à Florent. À un moment donné, Emily a commencé à en avoir marre de ces descriptions, qui prouvaient bel et bien que Brice l'observait. Du coup, elle a fini par le bloquer. Fois bloqué, Emily nous dit qu'elle s'est sentie beaucoup plus légère. Et au final, elle n'y a plus prêté beaucoup attention. Sa vie a donc continué, mais sans cette conversation complètement creepy. Presque plus de 2 semaines se sont écoulées sans la moindre nouvelle de Brice. Il faut savoir qu'à chaque pause déjeuner, Emily rentrait chez elle afin de sortir son chien. Et elle prenait son chien dans un grand champ, qui se trouve seulement à 2 pas de chez elle. D'ailleurs, tous ses voisins faisaient la même chose. Elle nous précise que quand elle dit à 2 pas de chez elle, c'est réellement à 2 pas de chez elle, car elle habitait vraiment à la campagne, et du coup, en sortant de chez elle, elle est directement à côté du champ. Jusqu'à ce qu'arrive ce fameux jour. Et ce fameux jour, comme à son habitude, Emily promenait son chien. Et, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer dans le champ, qui donnait plus loin sur la forêt, elle a vu, du coin de l'œil, une voiture, un véhicule qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu dans le quartier. Le temps d'une seconde, Emily nous dit qu'elle n'y a pas prêté attention. Sauf qu'à un moment donné, elle a entendu le moteur du véhicule s'allumer. Et la voiture avançait, doucement dans sa direction. Mais à savoir, c'est qu'elle n'avait vu personne y entrer. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelqu'un dans le véhicule avant qu'elle n'arrive. Et je ne sais pas, mais vous voyez ce petit truc au fond de nous qui nous dit c'est pas normal ce qui se passe, il y a quelque chose qui va pas. Bien, il faut savoir qu'Emily l'a ressenti au moment où la voiture a commencé à rouler. Là-dessus, Emily a accéléré le pas, dans le but de rentrer directement dans le champ. Puis elle a couru pour se cacher non loin d'un jardin d'une maison voisine. Il faut savoir que les herbes étaient encore très hautes, car le fermier n'était pas encore passé pour faire des meules. Il lui a donc été très facile de se coucher, pour se cacher et d'y faire coucher son chien. Là-dessus, elle a entendu le véhicule freiner très fort, et elle a entendu plusieurs portes s'ouvrir et se refermer. Et quelques secondes plus tard, Emily aperçoit au loin qu'il y a 3 personnes qui se sont regroupées à l'entrée du champ. Emily nous dit qu'elle n'a reconnu aucun des 3 hommes. Mais en revanche, elle les a clairement vus en train de regarder quelque chose au loin. Quelque chose ou quelqu'un. En l'occurrence, ici, c'était Emily. Elle nous dit qu'ils étaient plutôt jeunes, environ la vingtaine. Ils marchaient tous les 3 non loin de la sortie du champ. Ils fouillaient les hautes herbes et regardaient au loin, tandis que la voiture, elle, était toujours restée allumée. Elle nous dit qu'ils sont restés pas plus de 3 minutes. Mais ces 3 minutes lui ont semblé être une éternité. Lorsque les 3 garçons sont à nouveau rentrés dans le véhicule et que celui-ci est reparti, Emily nous dit qu'elle n'a même pas pu retenir ses larmes et que ses larmes coulaient toutes seules sur ses joues. Et par la suite, Emily nous dit qu'elle est rentrée très prudemment chez elle. Suite à cette rencontre, à cette anecdote, Emily a immédiatement été acheter un couteau papillon, dans le but de se défendre. C'est pas très légal de vendre ça à une mineure, mais bon, on peut comprendre la situation.
Et Emily nous dit que durant plusieurs mois, elle n'a pas osé sortir non accompagnée. Pour en revenir à Brice, et pourquoi Emily l'a cité alors qu'au final, elle ne l'a pas spécialement reconnu, c'est parce que suite à cet événement, Emily nous dit qu'elle n'a plus jamais revu Brice aux côtés de Florent. Emily nous dit qu'elle est persuadée à 100% que Brice était au volant de la voiture. Elle nous dit que la coïncidence était tellement trop évidente pour qu'elle ne soit pas possible. Peut-être qu'elle se trompe, mais elle en doute énormément. Emily nous dit qu'elle ne garde pas spécialement de séquelles de cette anecdote. En revanche, elle nous dit qu'elle est beaucoup plus prudente maintenant. Mais il faut savoir qu'elle se pose quand même toujours la question, qu'est-ce qui lui aurait bien pu lui arriver si elle ne s'était pas cachée dans les hautes herbes? L'histoire que je vais vous raconter est 100% réelle. Anaïs nous dit que quand elle y repense, elle en a des frissons et des sueurs froides. C'est bon pour vous? À ce jour, Anaïs nous dit que quand elle raconte son histoire, peu de gens la croient, car c'est vraiment impensable. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée lorsqu'Anaïs avait 19 ans. Aujourd'hui, elle en a 25 et elle est professeure d'histoire dans une école. Elle nous dit qu'elle vit dans une petite ville qui se situe à 1 heure de Bourges. Anaïs nous dit que c'est une fille assez timide et fort réservée sur elle-même et qu'elle a eu quand même pas mal d'harcèlement dans sa jeunesse. Elle nous dit que ça pouvait aller de la simple insulte que tout le monde peut recevoir à une bousculade sur la route alors que le car scolaire arrive. Ouais, les jeunes peuvent être de véritables monstres. Elle nous dit que ses années secondaires passent jusqu'à ce que vient le bac. Elle nous dit qu'elle a fait un bac littéraire et qu'elle a reçu la mention bien. Et d'ailleurs, elle en est très fière. Ses années secondaires sont enfin derrière elle, et elle nous dit qu'elle commence enfin une nouvelle vie d'étudiant dans la ville de Poitiers, là où elle suit un double cursus, en histoire et en psychologie. Elle nous dit qu'elle trouve très rapidement un joli petit appartement de 58 mètres carrés, à seulement 10 minutes à pied de son école, de l'université. Si ça c'est pas beau, c'est même picobello. Elle nous dit qu'elle est enfin indépendante, qu'elle a son petit chez-soi, et qu'elle est très contente. Pour rentrer dans le contexte, elle nous dit qu'elle habite avec son petit ami et que c'est un appartement d'architecte. Et que du coup, il y a 4 appartements par étage. C'est une vieille maison d'architecte et du coup, il n'y a pas d'ascenseur. Elle nous dit qu'elle habite au 3e étage et que pour le coup, elle a aussi 3 voisins, dont 2 sont des étudiants de la même fac qu'Anaïs. Et un jeune garçon qui s'appelle Artus qui travaille dans un bar dans le centre-ville de Poitiers. Anaïs nous dit que comme d'habitude, avant la rentrée des classes, il y a toujours quelques jours de libre pour visiter la faculté ou bien même la ville. Mais à la place, Anaïs préfère faire ses courses alimentaires dans le but de tenir tout le mois. Jusque-là, rien de bizarre. On est le 9 septembre et c'est la rentrée des classes. Premier jour pour Anaïs dans une nouvelle ville étudiante. Et surtout dans une nouvelle ville. Elle nous dit que les cours se sont super bien passés. Elle nous dit que c'est compliqué au début, mais bon, si on s'y attache et qu'on est motivé, c'est super chouette. Ce jour-là, le professeur fait comme chaque début d'année et fait le tour des élèves présents pour savoir si 2 d'entre eux veulent devenir délégués. Sam et Candice sont donc les représentants de la classe. Et bien sûr, qui dit délégué, dit soirée d'intégration, qui aura lieu le jeudi suivant. La semaine passe, et au plus la semaine passe, au plus Anaïs a le sentiment d'être observée. Mais elle n'y fait pas plus attention que ça. La semaine continue d'avancer et le jour de la soirée d'intégration approche. Étant une personne assez timide et réservée, elle n'a pas trop envie d'y aller. Mais elle y va quand même pour faire plaisir à son petit copain. C'est beau. La soirée se passe plutôt bien et Anaïs nous dit qu'elle a même fait connaissance avec Martha, qui est une Anglaise, et qui est dans la même faculté qu'elle. Elle nous dit que la soirée se termine assez tard et qu'elle sort dans les alentours de 2h30 du matin. Elle nous dit qu'heureusement le lendemain, ils avaient tous cours, mais uniquement l'après-midi. Elle nous dit que c'est une personne qui ne boit pas du tout d'alcool, notamment comme son copain. Ils font donc ensemble le chemin retour en direction de leur appartement. Elle nous dit juste que pour rentrer chez elle, elle doit passer devant un bar, où à cette heure-là, il y a énormément de personnes bourrées. Mais elle, le seul truc qu'elle a envie,
c'est de rentrer chez elle et de se foutre sous la couette dans les bras de son copain. Et une fois arrivée devant l'appartement, elle se rend très vite compte que la porte d'entrée est grande ouverte. À ce moment-là, ils avaient tous les deux pensé que c'était soit un propriétaire, soit un locataire, qui aurait probablement mal fermé la porte. Elle nous dit qu'ils n'ont pas trop prêté attention, car ils ont tous les deux claqué et qu'ils ont juste envie de monter chez eux pour faire dodo. Mais en montant les escaliers, et à chaque étage, elle entendait des chuchotements. Au début, complètement inaudibles, mais au plus ils montaient, au plus ils entendaient. On nous dit que les chuchotements n'étaient pas des chuchotements, c'était comme des phrases, répétées sans arrêt. Au début, son copain lui disait que c'était probablement un voisin qui regardait un film et qu'il fallait pas s'en inquiéter. Arrivant au 3e étage, qui est son palier, Anaïs nous dit qu'elle voit enfin la source du chuchotement. Au début, elle n'arrivait pas à se dire que c'était une personne réelle, car elle était habillée très bizarrement. Et en plus de ça, elle était légèrement voûtée, un peu comme Quasimodo. Et il faut savoir aussi, c'est que cette personne était complètement sale, comme si elle venait de se jeter dans la boue. Tout en avançant jusqu'à leur appartement, la fille, elle, continuait de chantonner une chanson, complètement bloquée devant la porte du voisin Artus. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'Artus était absent pour la semaine pour des raisons familiales, et que donc, il n'y avait personne chez lui. Anaïs nous dit que cette fille chantonnait des chansons qui n'existaient pas. C'était des phrases de plusieurs chansons d'enfants différentes, comme par exemple une souris verte ou pomme de renette et pomme d'api. Des trucs qui n'ont aucun sens. Anaïs nous dit qu'ils ont essayé de faire le moins de bruit possible pour éviter de la déranger, car leur appartement se trouve juste à côté d'elle. Au moment où ils ont tourné les clés dans la serrure de leur appartement, la fille a arrêté de chanter et elle s'est retournée directement dans leur direction, en les fixant, en ne disant absolument rien. Et ce silence a duré de longues secondes, des secondes qui ont semblé être une éternité pour le couple. Anaïs nous dit qu'ils sont tous les deux immédiatement rentrés dans l'appartement, qu'ils ont verrouillé toutes les fenêtres et la porte à clé. Une fois en sécurité dans leur petit appartement, les chants ont repris. Mais cette fois, ils étaient beaucoup plus forts que la première fois. À croire que la femme était juste derrière leur porte. Et tout ce que je sais, c'est qu'Anaïs en a fait une nuit blanche. Le lendemain matin, plus d'un bruit. Et en ouvrant la porte, il n'y avait plus personne. Mis à part une rose fanée, posée par terre, juste devant leur appartement. Anaïs nous dit qu'elle prend pas du tout ça à la légère. Et d'ailleurs, elle a envie d'aller voir la police. Elle a donc demandé à son copain de l'accompagner jusqu'au commissariat, qui se trouve seulement à 10 minutes de chez eux. Elle nous dit qu'ils ont tout expliqué de ce qui s'est passé à la police, et que les policiers allaient faire le nécessaire, et qu'ils allaient faire des rondes pour s'assurer qu'elle ne revienne pas. Et de plus, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que c'était probablement une personne qui s'était perdue. Anaïs nous dit aussi qu'elle a mis au courant ses 3 voisins, notamment Artus, qui lui ne comprenait absolument rien de ce qui se passait. Plusieurs semaines passent, et rien ne se passe de bizarre. Anaïs nous dit qu'elle et son copain n'ont pas reçu de nouvelles de la police, alors que de base, les policiers devaient faire un compte rendu s'ils trouvaient quelque chose. Nous arrivons donc au 31 octobre. Ouais, c'est Halloween. Ouais, c'est pas ouf. Car il faut savoir qu'Anaïs est vraiment une poule mouillée, et qu'elle a vraiment peur de tout ce qui est horreur et films d'horreur. Ce soir-là, Anaïs était toute seule, car son copain était rentré chez ses parents pour récupérer de vieilles affaires pour leur nouveau chiot, qui s'appelle Torpille. Anaïs nous dit que c'était sa pire soirée, non seulement parce que son copain n'était pas là, mais en plus c'était le jour d'Halloween, et qu'elle était morte de trouille pour aucune raison. Après une belle balade avec son petit chiot dans le parc juste à côté, Anaïs décide de rentrer à l'appartement. Et en montant les escaliers, le cauchemar reprend. Car oui, les chants sont de retour. Mais là, la fille chante, mais à chaque fin de phrase est terminée par un sifflement. Anaïs nous dit qu'elle est morte de trouille. Elle nous dit même qu'elle a envie de vomir tellement qu'elle est stressée. Elle monte les escaliers super rapidement, 4 marches par 4 marches, pour arriver à son étage. Elle passe devant la jeune femme qui chante en lui disant bonjour. Elle s'est dit, bon allez, autant faire la fille polie, même si elle a les chocottes.
À nouveau, elle est donc rapidement rentrée dans son appartement et a tout barricadé comme la première fois. Quand soudain, un silence de mort s'installe. Plus aucun bruit sur le palier. Quand soudain, la jeune femme sale était venue chanter juste devant la porte d'Anaïs. Elle grattait la porte tout en donnant des coups de pied. Elle répétait sans cesse qu'elle devait immédiatement rentrer dans l'appartement car le chasseur allait la tuer. Anaïs nous dit qu'elle était pétrifiée, elle ne savait plus quoi faire. Au beau milieu de sa crise de panique, Anaïs parvient à prendre un téléphone et composer le numéro de la police, en leur expliquant qu'elle était revenue et qu'elle était juste devant sa porte. La jeune femme, elle en revanche, hurlait de plus en plus. La police est arrivée 10 minutes après l'appel d'Anaïs. Et la femme n'était plus là. Ils n'ont rien trouvé. En ouvrant la porte aux policiers, Anaïs ne s'attendait pas du tout à voir ça. Elle a vu l'horreur. La jeune fille sale avait tellement tambouriné sur sa porte, non seulement avec ses pieds, mais aussi avec sa tête. Le bout de sa porte était quasiment entièrement recouverte de taches de sang. À croire que la jeune femme avait tambouriné avec son front jusqu'à ce qu'en s'en faire saigner. Anaïs nous dit qu'elle était complètement apeurée par la scène. La police n'a jamais retrouvé cette femme et Anaïs n'en a plus jamais entendu parler. Aujourd'hui encore, dès qu'Anaïs entend un sifflement, des chants bizarres ou bien même des chuchotements, elle en a la chair de poule. Elle a donc déménagé et a emménagé dans une petite maison avec Torpille, son copain et bientôt un petit Noah. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a environ 2 ans, quand Marie en avait 18. Aujourd'hui, elle en a donc 20. Très bien. À l'époque, Marie vivait toujours chez ses parents, car elle était née en fin d'année, et que donc elle était toujours au lycée. Et petite chose à savoir, c'est qu'elle venait d'avoir son permis, ce qui est quand même très important pour l'histoire. Elle tient à nous dire que la maison de ses parents était vraiment très grande, avec une cave et un premier étage. Le rez-de-chaussée, c'était là où il y avait le salon, la cuisine, la chambre de ses parents et la seule et unique salle de bain de la maison. Marie et son frère de 9 ans avaient le premier étage rien qu'à eux. Il était vraiment spécialement dédié à rien qu'à eux. Ouais, la classe. Marie nous rappelle quand même qu'il n'y avait vraiment qu'une seule salle de bain pour toute la maison. Il faut savoir que la cuisine est plutôt très éloignée du salon et qui au contraire est très proche de la chambre de ses parents et de la salle de bain. Comme les parents de Marie étaient des personnes hyper angoissées, ils ont décidé d'installer une alarme qui, dès qu'on l'enclenche, détecte absolument tous les mouvements dans la maison. Ce qui déclenche une alarme assourdissante et en plus de ça envoie un message sur le téléphone des 2 parents. Alors quand il y a quelqu'un dans la maison, il la désactive. Bref, un soir, ses parents étaient partis manger chez des amis à eux. Comme personnellement, Marie n'en avait rien à foutre d'y aller et son petit frère de 9 ans non plus, ils ont décidé de rester tous les deux à la maison. Ses parents avaient décidé de prendre leur petit chien qui s'appelle Charles avec eux, car chez leurs amis, ils ont aussi un chien et les 2 chiens s'entendent plutôt bien entre eux. Tout se passait super bien, une petite soirée assez chill. Marie avait décidé de préparer un peu de pâte carbonara et ils avaient décidé de les manger dans le salon en regardant la télévision. En partant de la cuisine, ce que fait absolument toujours Marie, c'est de bien refermer la porte, car généralement les odeurs en sortent et vont s'imprégner sur les tissus et d'autres linges de la salle de bain. Marie et son petit frère finissent tranquillement de manger, et une fois qu'ils ont terminé, Marie lui demande de débarrasser la table, pendant qu'elle se charge de faire un feu de bois. Comme il est petit et n'a encore que 9 ans, Marie lui demande pas de faire la vaisselle. Mais il est quand même revenu avec un dessert. Quand il arrive, il lui dit en rigolant: Hé Marie, tu as oublié de fermer la porte de la cuisine. Et le couloir sent vraiment super fort le lardon. Là-dessus, Marie est assez perturbée et lui répond qu'elle l'a fait. Et son petit frère lui certifie que la porte était bel et bien grande ouverte. Et que donc Marie lui dit qu'elle a dû oublier. Mais après ça, et finalement, il n'y avait rien eu d'autre de bizarre. Et ils ont continué à regarder la télévision jusqu'à ce que son petit frère s'endorme. Marie, étant une personne ayant des gros problèmes de sommeil, et qu'il faut savoir qu'elle ne parvient pas à dormir
à des heures très avancées de la nuit. Et ce soir-là, c'était le cas. Elle avait donc décidé de compléter son profil Parcoursup. C'était le moment où le directeur avait changé les filières pour les spécialités, et donc, comme on était à un moment avancé dans l'année, il fallait faire des demandes d'inscription à des écoles et spécifier nos activités extrascolaires. Bref, elle devait remplir des documents pour l'école. Marie reste dans le salon pour travailler sur son ordinateur. Vers environ 1h du matin, le sommeil commence à se faire ressentir, et Marie décide donc d'aller se brosser les dents dans la salle de bain avant de réveiller son petit frère qui dort toujours dans le salon pour l'amener dans son lit. Dans sa salle de bain, les toilettes sont juste en face de la douche, et que du coup, quand les rideaux ne sont pas tirés, on voit à l'intérieur de la cabine. Comme c'est un peu gênant, généralement, le rideau est toujours tiré. Marie nous dit qu'elle s'assoit pour faire pipi. Elle s'essuie et elle nous dit qu'elle a cette fameuse habitude de toujours se retourner pour regarder son papier avant de le jeter dans la cuvette. Et quand elle regarde son papier, elle s'aperçoit que le rideau de douche est tiré et qu'il est comme qui dirait écrasé par quelque chose. Vous allez me dire sans aucun doute que c'est probablement une bouteille de shampoing qui a dû tomber dans la baignoire. Mais ce n'est pas possible, car les shampoings se retrouvent sur un porte-savon à côté du pommeau de douche. Et ils ne peuvent donc pas tomber. Marie est complètement paralysée. Elle nous dit également que sur le moment, elle ne sait absolument pas quoi faire. Tout ce qu'elle sait, c'est que son petit frère dort dans le salon et qu'à part eux deux, il devrait y avoir personne dans la maison. À ce moment-là, la seule chose à laquelle Marie pense, c'est qu'elle doit mettre son petit frère en sécurité. Car si la personne derrière le rideau est dangereuse, forcément elle s'en prendra à Marie après s'être occupée de son petit frère. Donc le peu de secondes où Marie est figée, elle pense à tout ça et réagit. Elle finit par souffler un gros coup et prend une serviette hygiénique, comme pour faire croire à la personne, c'est juste que Marie avait ses règles. Elle s'est dit qu'à cet instant, ça justifierait pourquoi elle s'est arrêtée de bouger pendant quelques secondes. Elle se rhabille et sort de la salle de bain, dans le but de foncer dans le salon pour réveiller son petit frère. Il se réveille doucement et Marie lui dit « Viens, on va chercher maman et papa à l'aéroport. » Forcément, son petit frère comprend absolument rien, jusqu'au moment où il s'apprête à lui parler. Là-dessus, Marie lui montre instantanément son téléphone, comme si elle avait reçu un message de ses parents, comme quoi ils étaient à l'aéroport. Mais ce n'était même pas le cas. En fait, Marie avait mis en place avec son petit frère une espèce de code que lorsqu'ils se trouvent dehors, en ville ou dans les transports en commun et qu'ils ne peuvent pas spécialement communiquer entre eux, n'avaient qu'à se montrer leur téléphone avec des images de petits chats. Et quand l'un des deux se montrait cette image, cela signifiait qu'il y a un danger pas très loin. Quand elle y repense, ce jeu est un peu débile, mais très utile. Elle ne sait pas trop si son petit frère avait réellement compris ce qu'elle voulait lui dire, mais en tout cas, il est resté silencieux. Il l'a regardé dans les yeux d'un air très décontracté, en lui disant « Ok, je te suis ». Ni une, ni deux, elle lui enfile sa veste et elle met la sienne. Elle prend ses clés de voiture et elle referme la porte, sans oublier de bien allumer l'alarme. Marie nous dit que quand elle est rentrée dans sa voiture, elle tremblait de tout son corps. Elle a immédiatement attaché son petit frère et elle a démarré la voiture. Marie nous dit qu'elle a bien dû rouler au moins 10 minutes à fond la caisse, loin de la maison, jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de ses parents, qui lui demandent pourquoi l'alarme avait sonné. Et là au volant, Marie elle craque. Elle pleure en expliquant à ses parents qu'il y avait quelqu'un dans la salle de bain. Bien évidemment là-dessus, ses parents se chient dessus, mais Marie les rassure en leur disant que son petit frère et elle sont bel et bien en sécurité dans la voiture. Ses parents ont appelé la police qui eux sont arrivés sur les lieux 20 minutes plus tard. La police a inspecté les lieux, le jardin, les fenêtres, mais il n'y avait pas d'homme dans la salle de bain. Les policiers ont seulement vu que la fenêtre de la chambre de ses parents était grande ouverte et qui donnait directement au jardin. Ils sont aussi tombés nez à nez avec des traces de grosses bottines qui reliaient la fenêtre au grillage. Grillage qui avait été sectionné.
Sur le lit de la chambre des parents, ils ont également trouvé un couteau. Un couteau qui leur appartenait. Ce qui explique aussi pourquoi la porte de la cuisine était grande ouverte, quand son petit frère avait été chercher un dessert. Comme la personne avait disparu et qu'il n'y avait pas de preuves ni d'indices, l'affaire avait été classée sans suite. Depuis ce jour, Marie nous dit qu'elle a quitté la maison et qu'elle est partie en ville dans un cote pour poursuivre ses études. Quant à ses parents, eux, ont remplacé le grillage par une grosse clôture. Ils ont aussi décidé d'installer de grosses caméras de surveillance, de remplacer toutes les serrures des portes et des fenêtres pour éviter toute autre intrusion. De son côté, Marie, elle, reste quand même un petit peu traumatisée de cette histoire et n'ose pas rester toute seule. Elle profite donc de faire de la colocation avec une de ses meilleures amies. De plus, elle nous dit que depuis ce jour, elle ne ferme plus jamais le rideau de douche. Il nous dit qu'elle n'a jamais su qui était réellement cet homme, mais que depuis ce jour, elle reste quand même vachement traumatisée et a peur d'être seule dans les grandes maisons. Je vais vous raconter l'histoire que Shaima a vécue lorsqu'elle avait 11 ans. Shaima est d'origine marocaine et elle est partie avec toute sa famille au Maroc pendant les vacances d'été. Elle nous mentionne quand même qu'ils étaient nombreux et qu'il y avait vraiment toute sa famille. Sa maman, son papa, ses frères, ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines, ses chiens. Elle nous dit qu'il possède une grande maison à 3 étages au centre de Marrakech. À l'époque, cette maison était habitée par ses grands-parents. Malheureusement, sa grand-mère était déjà décédée lors de cet événement. La nuit, tous les enfants de la famille, dont ses frères, ses cousins, ses cousines et elle, dormaient tous ensemble dans un petit salon marocain qui se trouvait à l'étage. Ils dormaient tous au sol avec des coussins et des couvertures. Il faut savoir qu'une tante à sa maman était amie avec une vieille dame depuis de nombreuses années. Et cette vieille femme avait plus de 90 ans. Elle vivait avec sa tante et c'est comme si elle faisait partie de la famille. Cette dame s'appelait Mohlima et elle était très âgée. Elle ne pouvait ni se déplacer ni communiquer. Le salon dans lequel dormaient tous les enfants et qui se trouvait à l'étage donnait directement vue sur la chambre de cette vieille dame. Un soir, tout le monde dormait et Shaima, elle, malheureusement, souffre un peu d'insomnie et ce soir-là, ne parvenait pas à dormir. Et la chambre du salon était grande ouverte. Et Shaima nous dit donc qu'elle avait directement vu sur la chambre de Mohlima. Il était vraiment très tard, mais Shaima nous dit qu'elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Quand soudain, elle a entendu des bruits de pas. Des pas très lourds. Comme si une personne marchait et portait de grosses bottines. Shaima nous dit qu'elle était sûre à 100% que quelque chose s'approchait tout doucement de la chambre de Mohlima. Mais aucune lumière n'avait été allumée. C'est-à-dire que cette chose marchait dans l'obscurité totale. Avec le peu de lumière qui provenait de la fenêtre du salon, Shaima nous dit qu'elle distinguait que la personne en face d'elle était très grande. Elle possédait de longs cheveux noirs, cachaient absolument tout son visage. Elle possédait également un long manteau noir qui ne lui permettait pas de distinguer sa silhouette. Cette personne ou cette chose ressemblait à une ombre, car quand elle la regardait, elle ne distinguait que du noir. Il était impossible pour Shaima de distinguer son visage, et a commencé à parler en arabe. Shaima nous dit qu'elle n'arrive plus vraiment à se souvenir de la voix de cette chose, mais elle se rappelle qu'elle était grave, à la limite d'inhumaine. Là-dessus, Shaima était choquée et très étonnée, car Mohlima lui répondait en arabe. Elle parlait avec cette chose en arabe, et Shaima nous dit qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle lui disait. Alors que pourtant, Mohlima ne pouvait plus communiquer depuis très longtemps. Shaima nous dit qu'elle n'avait jamais entendu sa voix de toute sa vie. Mais Shaima entendait pertinemment bien la voix d'une vieille dame parler à cette chose. Et la seule personne qui était au sein de cette chambre, hormis cette chose, était Mohlima.
À ce moment-là, Shaima était complètement paralysée par la peur, complètement morte de trouille. Elle se souvient avoir fermé les yeux et s'être endormie jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, malgré qu'elle savait pertinemment bien que la chose qu'elle avait vue la veille ne faisait pas partie de sa famille, car ce qu'elle avait vu la veille était très grand et avait une voix bizarre. Shaima est quand même partie demander à tous les membres de sa famille pour savoir s'ils avaient rendu visite à Morlima durant la nuit. Mais ce n'était pas du tout le cas. On lui disait « Shaima, tu as rêvé ». Morlima ne peut plus communiquer depuis très longtemps. Ce n'était qu'un rêve. Mais Shaima savait pertinemment bien que ce n'était pas un rêve. C'était réel. Shaima nous dit qu'elle a tenté de communiquer avec Morlima, mais son arabe était quand même très mauvais. Mais sans trop d'étonnement, Morlima ne réagissait même pas. Quelques années plus tard, à l'âge adulte, Shaima a reparlé avec sa maman de ce fameux soir. Elle lui avait avoué que quand sa grand-mère était encore en vie, elle avait vu exactement la même chose que Shaima. Un soir, sa grand-mère s'était levée pour aller boire de l'eau. Elle avait vu exactement la même chose, au même endroit. Cette ombre noire, grande et indistinguable, qui la fixait. Heureusement, cette chose, malgré qu'elle soit effrayante, n'a jamais fait de mal à personne. Mais aujourd'hui, elle se demande toujours qu'est-ce qu'elle voulait à Morlima et qu'est-ce qu'elle aurait bien pu lui dire en arabe. Dans leur religion et leur culture, les musulmans croyaient en des êtres qui vivraient avec eux dans ce bas monde. Les djinns. Ce sont des êtres qui peuvent être bons ou mauvais, qui peuvent être indifférents à nous, mais ils peuvent également nous vouloir du bien ou du mal. Et Shaima nous dit que ce soir-là, elle pense en avoir vu un. Je vais vous raconter l'histoire d'André. André a vécu une histoire au McDonald's qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'était dans une petite ville pas très loin de Bruxelles. Et ce jour-là, André avait 10 ans. Aujourd'hui, il en a 28. Et il reste toujours très traumatisé de cette histoire. Ce jour-là, c'était son anniversaire. Et ils avaient décidé d'aller manger au McDo. Il était vraiment tout fier à l'idée de commander son petit menu best-of. À la borne, pendant qu'il passait commande, il s'est rendu compte qu'il y avait un homme d'une trentaine d'années qui était en train de le fixer. Il trouvait ça un peu bizarre, mais il n'a pas spécialement creusé la question. Et en se mettant à table, exactement le même homme, un peu plus loin, qui continue de le fixer. Là-dessus, André commence à avoir peur. Et là, le serveur arrive, et donc André oublie un peu cet homme. Et toujours, quelques minutes plus tard, en mangeant, André lève les yeux et s'aperçoit que l'homme est toujours en train de le fixer. Donc là-dessus, André panique et le dit à sa maman, qui lui répond aussitôt « N'importe quoi, le monsieur ne te regarde pas. » Bien évidemment, en regardant le monsieur, qui ne le fixait plus. Et lorsque sa mère a arrêté de le regarder, l'homme a recommencé à fixer André. Quand soudain, André avait besoin d'aller aux toilettes. Il l'a dit à sa maman qui lui a dit « Ok ». André rentre dans la cabine, quand soudainement, il entend quelqu'un rentrer dans les toilettes, vu que la porte grince énormément. Et là, un monsieur lui dit « Est-ce que c'est libre ?» André lui répond que non, que c'est occupé et qu'il doit aller dans une autre cabine. Là-dessus, André pense que l'homme l'a mal pris, car il commence à rigoler très très fort. Il commence à mettre des coups dans la porte pendant plus de 5 minutes. Ces 5 minutes ont pour André semblé être une éternité. Tellement qu'André était stressé, il s'est recroquevillé en boule sur les toilettes, jusqu'au moment où le monsieur a arrêté. Et là, il recommence à rire, encore plus fort que la dernière fois. Et là, l'homme se baisse et faufile ses doigts dans l'espace entre la porte et le sol. Et là, il commence à y faufiler son visage. Là-dessus, André reconnaît immédiatement que c'était l'homme qui le fixait. André nous dit qu'il commence à pleurer, pendant que l'homme, lui, tente de lui attraper les pieds.
André nous dit qu'il a commencé à lui donner des coups de pied sur le visage, mais l'homme rigolait encore plus fort. Quand soudain, André entend un homme gueuler sur le monsieur. Et là, André reconnaît la voix de son père. Ils sont tous les deux sortis des toilettes en hurlant dans le McDo qu'il fallait immédiatement arrêter cet homme. Par chance, un policier passait par là et l'a immédiatement arrêté. L'officier a demandé du renfort qui est arrivé 10 minutes plus tard. Les officiers ont demandé au père d'André ce qu'il s'est passé et il leur a tout expliqué. La famille d'André a reçu des nouvelles quelques jours plus tard. L'officier leur a expliqué que l'homme était extrêmement recherché pour agression sexuelle et coup sur enfant. Car avant d'être recherché par la police, cet homme a fait énormément de babysitting. Et il a eu plus de 10 plaintes à son égard. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. La fin de cette vidéo qui reprend 10 histoires d'horreur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces 10 histoires t'a le plus fait flipper. Tu peux également partager cette vidéo à ton entourage dans le but de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Pour terminer, je te propose de t'abonner juste ici sans oublier la petite cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et pour terminer les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.